Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier le comité scientifique, à leur tête mon ami Dr Michel Louzi, de m'avoir confié cette conférence, et remercier aussi le comité d'organisation pour l'excellente organisation de ce congrès. Donc nous allons essayer de voir ensemble quand démarrer une prophylaxie anti-tuberculose chez les patients qui sont traités par les immunosuppresseurs. Comme vous le savez, je vous apprends rien de nouveau, la tuberculose est une maladie contagieuse, évitable quand même et curable. Elle représente la deuxième cause de décès par un seul agent infectieux. Elle a été détrônée par la Covid-19 durant ces dernières années. Et selon l'OMS, on estime à près d'un quart de la population mondiale qui serait infectée par le fameux bacille de Koch. Et parmi cette population, uniquement 5 à 10% de ces sujets infectés vont développer une tuberculose maladie, le plus souvent durant les 2 premières années suivant l'infection tuberculeuse et chez les enfants même durant les 6 premiers mois après l'infection tuberculeuse. Donc, selon l'OMS, actuellement, il y a plus de 10 millions de nouveaux cas de tuberculose actifs dans le monde en 2022. Et en Tunisie, le taux d'incidence est plus ou moins stable ces dernières années, aux alentours de 30 cas pour 100 000 habitants. Mais peut-être que ça va augmenter dans les années suivantes, on ne sait pas. Dans tous les cas, le risque de tuberculose maladie après une infection va dépendre de plusieurs facteurs, et le plus important étant l'affaiblissement du statut immunologique, à savoir les personnes infectées par le VIH, les enfants et surtout les patients qui sont sous traitement immunosuppresseur et particulièrement ceux qui sont traités par les anti-TNF alpha. Alors pourquoi le traitement anti-TNF est important? Parce que ces différents médicaments ont révolutionné la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques, aussi bien rhumatismales, intestinales que cutanées, mais au prix d'un risque majeur d'infection opportuniste, en particulier la tuberculose. Et après le sida, actuellement, ce sont les biothérapies qui contribuent à l'élargissement de la carte d'intérêt de la tuberculose. Malheureusement, malgré tous les efforts de l'OMS pour éradiquer la tuberculose d'ici les années 2035, l'éradication de cette tuberculose se heurte malheureusement à 2 problèmes, à savoir l'émergence des souches de bacilles multirésistantes et la capacité de ce fameux bacille de Koch de survivre à l'état quiescent, c'est-à-dire la tuberculose latente, ce qui est le sujet de notre conférence aujourd'hui. Et d'où l'importance du dépistage et du traitement de l'infection tuberculeuse latente. Alors, je rappelle que l'OMS définit l'infection tuberculeuse latente comme un état caractérisé par une réponse immunitaire persistante à une stimulation par des antigènes de Mycobacterium tuberculosis, sans signe clinique manifeste ni de tuberculose active. Et fait important, les sujets qui ont une infection tuberculeuse latente ne sont pas du tout contagieux. Et en plus, ces personnes peuvent être porteurs d'une infection tuberculeuse latente pendant toute leur vie, être en bonne santé et sans développer de tuberculose maladie. Donc, on a bien compris que la chimioprophylaxie va s'intéresser à certaines personnes à risque, à savoir les personnes en contact avec les patients tuberculeux en premier lieu, les personnes vivant avec le VIH et celles présentant un déficit immunitaire qui sont le plus exposées à un risque donc élevé de tuberculose et sont prioritaires pour une chimioprophylaxie. Alors, nous allons nous intéresser aux traitements immunosuppresseurs. Vous voyez qu'ils sont nombreux. On les utilise dans toutes les pathologies. Donc, j'ai dit inflammatoires chroniques, mais aussi chez les transplantés d'organes. Je cite le méthotrexate, les anti-CD20, les anti-L6, les IL-17, les corticoïdes de long cours, et particulièrement les anti-TNF alpha. Tous ces traitements immunosuppresseurs présentent un risque accru d'infection tuberculeuse latente avec un risque d'évolution vers une tuberculose maladie qui peut être multiplié par 10 à 25 fois que dans la population générale. Il s'agit le plus souvent de tuberculose extrapulmonaire et de formes disséminées, donc ce sont des formes graves de tuberculose. Et ces tuberculoses surviennent au cours de la première année du traitement et correspondent dans la majorité des cas à une réactivation d'une tuberculose latente. Alors, ce TNF-alpha est très important dans la défense anti-infectieuse puisqu'il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien des granulomes. Il a un rôle aussi dans la liste d'organismes intracellulaires et il va réguler l'apoptose des cellules hôtes infectées par le Mycobacterium tuberculosis. Donc, quand on administre les anti-TNF et surtout ceux qui vont agir sur les récepteurs membranaires tels que l'infliximab par exemple, ce couplage de l'anti-TNF alpha au TNF membranaire est susceptible d'induire une apoptose des monocytes, des macrophages et des lymphocytes activés, ce qui va conduire à un risque de réactivation des germes
à multiplication cellulaire, intracellulaire, et en particulier le Mycobacterium tuberculosis. Ils peuvent donc être soit responsables d'une tuberculose de novo lors d'un comptage récent, ou surtout d'une réactivation d'une tuberculose latente. Et vous voyez sur cette plaque le risque de développer une tuberculose active chez les personnes infectées par le Mycobacterium tuberculosis. Évidemment, ce risque est très important chez les personnes atteintes de sida ou porteuses du virus VIH, mais ce risque relatif est important et a été démontré chez les patients donc, qui nécessitent un traitement immunosuppresseur pour la transplantation d'organes, mais aussi les patients sous des anti-TNF ou encore les patients qui sont traités par des corticoïdes au long cours, c'est-à-dire à une dose de plus de 15 mg par jour pendant au moins 2 à 4 semaines. Et vous voyez donc là aussi que le risque de tuberculose sous anti-TNF, selon donc les différentes publications, vous voyez que le taux d'incidence de la tuberculose chez les patients traités par anti-TNF est beaucoup plus important que le taux d'incidence dans la population générale. Et ce risque varie d'autant plus en fonction du type de produit administré, tels que le certolizumab et l'infliximab, donc avec des taux d'incidence importants, mais aussi les autres avec des taux d'incidence variables. Et je vous ai mis à droite les 5 anti-TNF qui sont actuellement disponibles dans notre pays et qui sont remboursés par la CNAM. De même, en dehors de ces biothérapies, le risque de tuberculose est important. Vous voyez ici, dans cette méta-analyse qui a étudié le taux d'incidence de la tuberculose chez des patients traités par polyarthrite rhumatoïde et qui étaient soit sous méthotrexate, soit sous cyclospirine ou corticostéroïdes, vous voyez que le nombre de patients qui ont développé une tuberculose est beaucoup plus important que dans la population générale, avec un risque relatif qui est multiplié par 2 voire par 3. Enfin, le risque de tuberculose chez les patients sous traitement corticoïde de long cours va dépendre directement de la dose et de la durée du traitement. Donc ce risque, vous voyez que pour des doses de plus de 15 mg par jour, ce ratio est multiplié pratiquement par 8. Donc c'est pour cela que l'OMS maintenant va cibler le dépistage de l'infection tuberculose latente, évidemment en dehors des personnes en contact avec des patients tuberculeux et les sujets VIH. L'OMS donc recommande de dépister l'infection latente chez les patients commençant un traitement par les immunosuppresseurs tels que les anti-TNF alpha et les patients se préparant à une greffe d'organes ou de cellules souches sanguines. Et dans notre guide national de prise en charge de la tuberculose, nous aussi, on recommande le dépistage de l'infection tuberculose latente avant de débuter un traitement par les anti-TNF. Alors, comment va-t-on faire le diagnostic de l'infection tuberculeuse latente? Comme vous le savez, en raison de la pauvreté et de l'absence des signes, de spécificité des signes cliniques, le diagnostic de l'infection tuberculeuse latente est basé sur la mise en évidence de la réponse immunitaire spécifique, qui est détectée par 2 types de tests immunodiagnostiques, le test cutané tuberculénique, la fameuse intradermal réaction à la tuberculine, et les tests sériques de détection de l'interféron gamma, les IGRA, mais ceci à condition toujours d'avoir éliminé une tuberculose active. Alors, concernant le test cutané tuberculénique, vous le savez, il a été longtemps considéré comme test de référence, tout en sachant que la répétition du test peut provoquer une réaction plus prononcée, c'est l'effet boost. L'IDR, l'inconvénient, c'est qu'elle nécessite 2 visites, elle manque de spécificité puisqu'il y a les faux positifs, vous le savez, et la sensibilité est insuffisante, surtout chez les enfants, et particulièrement chez les sujets immunodéprimés, la sensibilité chute à 10 à 25%. Comment interpréter l'intradermoréaction à la tuberculine? Là aussi, c'est standard, vous le savez. Le test est considéré positif quand l'IDR est supérieur à 10 mm, négatif quand il est inférieur à 5 mm. Et cette interprétation devrait être plus large pour les personnes immunodéprimées. Et on considère que l'IDR est positif quand le diamètre de l'induration est supérieur ou égal à 5 mm. Et c'est pour cela que l'OMS, dans le guide de l'OMS, donc elle précise bien qu'une induration de 5 mm ou plus, le test doit être considéré positif, en particulier chez les personnes immunodéprimées qui sont traitées par des corticoïdes, donc au long cours, ou par traitement anti-TNF. C'est pour pallier à ce problème de spécificité de sensibilité qu'il y a eu le développement de ces tests de libération de l'interféron gamma, les IGRA, qui mesurent donc les niveaux d'interféron gamma libérés par la lymphocyté et qui vont être stimulés par des peptides spécifiques antigéniques de Mycobacterium tuberculosis. Je cite les AT6, le CF10 et le TB77. Tout en sachant que ces antigènes, c'est ça la particularité de l'IGRA, sont absents des souches de Mycobacterium bovis du vaccin BCG et de la plupart des mycobactéries environnementales. Et donc, ce qui rend ces tests plus spécifiques que l'IDR. Et surtout, il n'y a pas de phénomène de boosting.
2 tests actuellement sont approuvés par l'OMS. Le quantiférant TB+, c'est la 4e génération de quantiférant, donc qui est le seul test disponible en Tunisie. L'avantage de ce quantiférant+, c'est l'adjonction du 4e tube, le fameux tube B2, qui contient des peptides nouvellement conçus, donc spécifiquement pour stimuler la production de l'interféron gamma, aussi bien par les lymphocytes CD4+, que les lymphocytes CD8+. Le 2e test, c'est le T-spot-TB, donc à l'inverse du quantiférant qui mesure la concentration plasmatique de l'interféron gamma, le T-spot-TB va plutôt mesurer la quantification des lymphocytes T qui sécrètent l'interféron gamma. Donc évidemment, ces tests IGRA ont une sensibilité pratiquement comparable à celle de l'IDR, mais ils ont une spécificité meilleure que celle de l'IDR, même quand on atteint le cut-off de 10 mm, avec une valeur prédictive d'évolution vers la tuberculose beaucoup plus intéressante, et aussi une valeur prédictive négative de progression vers la tuberculose maladie, mais cette valeur prédictive négative va dépendre en fait de la prévalence de la tuberculose. Cette valeur prédictive négative est proche de 100% dans les pays à faible prévalence, mais elle diminue nettement dans les pays où la prévalence est plus élevée, et ça peut intéresser notre pays. Donc comment interpréter les tests IGRA, que ce soit pour le T quantiférant plus que pour le T-spot-TB? Il y a deux valeurs, on va dire schématiquement, soit le test est considéré négatif, soit le test va être considéré positif en fonction des valeurs des 2 tests. Le problème, c'est la zone grise où il y a la zone borderline, et à ce moment-là, on ne peut pas interpréter. Et si le résultat est compris dans la zone borderline, le test doit être recommencé, évidemment. Donc l'inconvénient de ces tests IGRA, c'est vrai qu'ils sont assez spécifiques, mais ils nécessitent une réalisation technique qui est beaucoup plus difficile que l'IDR, donc il faut des laboratoires spécialisés et un personnel entraîné. C'est pas si évident que ça de doser l'interféron gamma. Il coûte beaucoup plus cher que l'intradermoréaction, avec quand même un risque théorique de résultat faussement positif, puisque les gènes qui codent pour les peptides ESAT6 et CFP10 existent quand même dans le génome de certaines mycobactérioses atypiques, telles que le Kansai ou le Marinium. Et je rappelle que ce quantiférant peut être positif chez les personnes qui possèdent un aquarium, des vétérinaires ou les cultivateurs de fleurs, sans qu'ils soient vraiment infectés par le bacille de Koch. En plus, il y a un risque possible de réaction croisée avec le bacille de la lèpre. Et enfin, il y a une variabilité dans le temps de la réponse d'interféron gamma, faisant changer le statut du sujet entre 2 tests, donc avec des phénomènes de conversion et même de réversion. Donc c'est toujours difficile, et il n'est pas recommandé de pratiquer les tests IGRA au cours de la surveillance de la tuberculose. Donc finalement, ces 2 tests présentent des limites. C'est ce qu'on a aussi présenté dans notre guide national de la tuberculose. C'est aussi bien l'IDR que l'intradermoréaction à la tuberculine sont quand même dépendants du statut immunitaire du sujet, particulièrement donc chez les patients qui sont sous traitement immunosuppresseur. Aucun de ces tests ne permet de différencier une infection en tuberculose ancienne d'une infection récente. Aucun de ces tests, quand il est positif, ne peut prédire le risque d'évoluer vers une tuberculose maladie. Et enfin, un test négatif ne peut exclure ni une tuberculose latente, ni une tuberculose maladie. Et c'est pour cela que nous avons maintenant des recommandations. Je commencerai par les recommandations françaises. Et donc, avant de débuter un traitement immunosuppresseur, il est recommandé de dépister de façon systématique l'infection tuberculose latente chez tous les patients avant la mise sous traitement anti-TNF alpha par un test IGRA. Par contre, pour la transplantation d'organes cibles, ces recommandations, les recommandations françaises recommandent les 2, soit l'IGRA, soit l'IDR. De même pour les recommandations belges, donc ce sont les recommandations européennes, devant toute immunodépression, donc le diagnostic d'infection tuberculeuse latente serait retenu si l'IDR est positive avec un diamètre supérieur ou égal à 5 mm ou si l'IGRA est positif. Et pourquoi pas associer les 2, aussi bien donc la pratique de l'IDR que de l'IGRA, avec donc 2 étapes. Premièrement, pour augmenter la sensibilité du dépistage de l'infection latente. Par exemple, si le test cutané est négatif, on fera un IGRA ou on fera les 2 tests simultanés. De même, pour les recommandations américaines, elles prévoient un seul test, soit l'IDR, soit l'IGRA, de préférence l'IGRA chez les personnes vaccinées par le BCG, mais il n'y a pas de recommandation précise pour la pratique d'IGRA chez les immunodéprimés, tout en sachant qu'ils retiennent le seuil de positivité de l'IDR à 5 mm. Enfin, pour nous, ce qu'on a recommandé, c'est avant de débuter le traitement par anti-TNF, le dépistage se fera soit par quantiférant, soit par IDR. Évidemment, le test quantiférant doit être pratiqué avant l'IDR,
après avoir toujours éliminé une tuberculose maladie. Nous n'avons pas dans notre guide, on va peut-être le réactualiser, il n'y avait pas de précision concernant le seuil de positivité de l'IDR chez l'immunodéprimé. En Tunisie, une IDR est positive quand le diamètre est supérieur ou égal à 10 mm. Alors, peut-on faire un IGRA après une IDR? Évidemment, oui. Mais si on doit le faire, il est recommandé de le pratiquer soit le jour de la lecture de l'IDR, c'est-à-dire au maximum 48 à 72 heures, soit au minimum après 28 jours. Il y a même des auteurs qui préconisent de faire les IGRA 3 mois après la pratique d'IDR, justement pour éviter les faux négatifs engendrés par l'IDR. Alors, en balayant, en revoyant un peu la littérature, il y a plein d'articles qui parlent du dépistage de l'infection latente chez les immunodéprimés, mais je vous ai choisi un seul article, faute de temps. Et c'est un article intéressant qui a été publié récemment en 2022. Et c'est le registre espagnol des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, où ces auteurs se sont proposés de dépister l'infection tuberculose latente par différentes stratégies, soit par IDR seul, avec un seuil de 5 mm, soit une IDR en 2 étapes, soit l'IGRA seul, soit l'IGRA associé à l'IDR, et ces tests sont pratiqués au moins 12 mois avant le début de la biothérapie. Donc vous voyez que c'est une étude assez importante, elle a inclus plus de 7600 patients, et parmi ces patients, 19% ont été diagnostiqués comme ayant une infection tuberculose latente, et ces auteurs ont constaté que l'association de la pratique des IGRA et de l'IDR détectait mieux une infection tuberculose latente qu'un test unique pratiqué séparément, qu'un test IDR en 2 étapes détecterait mieux une infection tuberculeuse latente qu'un seul test IDR, et que les traitements immunosuppresseurs, évidemment, diminuent la probabilité de détection d'une infection tuberculeuse latente. Enfin, donc, il souligne l'intérêt du diagnostic précoce de l'ITL au moment du diagnostic de la MICI, et pour eux, la meilleure stratégie serait de combiner les 2 tests et de les réaliser dès que le diagnostic de MICI est établi, bien avant de mettre ces patients sous immunomodulateurs. Donc, une fois que nous avons diagnostiqué notre infection tuberculose latente, il faut évidemment la traiter. Et pour l'OMS, il y a toujours les schémas classiques, c'est-à-dire l'administration quotidienne d'isoniazide pendant 6 ou 9 mois. Mais actuellement, la tendance et les nouvelles recommandations, c'est d'aller vers les schémas plus courts de traitement préventif pour améliorer la compliance des patients sous traitement et éviter surtout la toxicité de ces médicaments, à savoir la rifampicine avec l'isoniazide en quotidien pendant 1 mois ou en hebdomadaire pendant 3 mois, ou l'association rifampicine-isoniazide pendant 3 mois, ou enfin la rifampicine seule en quotidien pendant 4 mois. Tout en sachant que les autres sociétés savantes, en particulier par exemple américaines, il y a les mêmes recommandations, mais il n'y a pas la rifampicine et l'INH en quotidien pendant 1 mois. Et je vous signale que la rifampicine existe en Amérique et ils peuvent se permettre de l'utiliser. Par contre, pour les recommandations françaises, l'APSAFS en 2019, puisque la rifampicine n'existe pas en France, donc il recommande 3 options thérapeutiques, soit l'association de rifampicine isoniazide pendant 3 mois, soit l'isoniazide seule pendant 9 mois, soit la rifampicine seule pendant 4 mois, avec une surveillance mensuelle du traitement. Concernant nos recommandations tunisiennes, pour nous, le traitement préventif associerait une bithérapie, en particulier la forme combinée, recommandée de première intention chez l'enfant, puisque nous disposons de la forme pédiatrique, donc pendant 3 mois. Donc on utilise l'isoniazide et la rifampicine, en augmentant les doses, évidemment, chez les enfants. Comme autre alternative thérapeutique, nous recommandons aussi d'utiliser l'isoniazide seule pendant 6 mois, en cas de contre-indication à la bithérapie, avec éventuellement un avis spécialisé. Voilà, j'espère avoir répondu à votre attente. Pour dire en conclusion que le traitement immunosuppresseur augmente évidemment le risque de réactivation de l'infection tuberculose latente et que les 2 tests IGRA et IDR contribuent au diagnostic de l'ITL, mais leur sensibilité diminue évidemment chez les patients immunodéprimés avec augmentation du nombre de faux négatifs et de tests indéterminés, et que la meilleure stratégie est de combiner les 2 tests, IGRA et IDR. Donc le diagnostic de l'infection tuberculose latente reposerait sur soit l'existence d'une IDR positive, soit d'un IGRA positif, ou soit les 2, en association des 2, et surtout, toujours après avoir éliminé une tuberculose active. Et les nouvelles recommandations maintenant du traitement préventif vont vers le schéma plus court, donc ils sont recommandés par l'OMS, soit la rifampicine malheureusement qui n'existe pas dans notre pays, l'INH pendant 3 mois, soit une bithérapie INH-rifadine pendant 3 mois, soit la rifadine seule pendant 3 mois. Et pourquoi pas dans le futur l'intérêt des traitements courts, surtout la rifampicine et l'INH, puisqu'elle est administrée uniquement pendant 1 mois, donc ça va améliorer la compliance
et la tolérance du traitement préventif. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voulais te poser une question à propos de l'effet booster de l'IDR. Si on est amené à faire une IDR, si on n'a pas le moyen d'avoir l'IGRA, comment on ferait pour avoir justement cet effet booster? Et puis, chez ces malades, la deuxième question, pour éliminer une tuberculose active, en l'absence de signes cliniques, est-ce qu'on se contenterait d'une simple radiothorax, surtout s'il s'agit de sujets âgés, ou bien faut-il aller un peu plus loin? Merci. Oui, je commencerai par la deuxième, pour ne pas oublier. Évidemment, on suspecte une infection tuberculeuse latente, une tuberculose de maladie. Il faut aller plus loin. Si tu as un doute sur une radiographie du thorax, peut-être des lésions céphaloïdes, moi je pense qu'il faut mieux aller jusqu'à la pratique de la tomodensitométrie thoracique, voire même, pour certains auteurs, même compléter le bilan, les bacilloscopies, une fibroscopie bronchique, parce que le plus important, c'est d'éliminer une tuberculose maladie, parce que le traitement n'est pas du tout le même, et avec le risque après de mettre ces patients sous anti-PNF. Concernant l'effet booster, vous savez tous que quand on répète la première réaction à la tuberculose, évidemment, elle va être positive. Mais le délai, c'est 15 jours, c'est entre 15 jours et 1 mois. Mais comme ce sont des patients immunodéprimés, par définition, donc l'IDR est déjà basse, par définition, elle est peut-être négative à faire à 5 mm, donc on les refait au bout de 15 à 1 mois. Et si c'est positif, donc avec une augmentation de diamètre de 10 mm, on va le considérer positif. Et ça peut aider chez ces patients, surtout quand on n'a pas de test quantifiant. En Tunisie, le test coûte 120 dinars. Oui, c'est Belgique. Merci Fatma pour cette excellente présentation. Donc la philosophie finalement de la prise en charge de la primo-infection de la tuberculose latente par rapport aux immunodéprimés, en fait c'est pousser au maximum pour augmenter les chances de détecter l'infection surtout récente, et pour aller traiter, en fait finalement c'est une balance entre risque et bénéfice par rapport au terrain et par rapport. Et pousser la réaction ou faire de tests, ça ne peut être qu'un moyen finalement de détecter la moindre infection. Alors, moi je vois que vous avez rapporté l'article par rapport à la série espagnole, notamment dans les wikis, où c'est préconisé, c'est intelligent, que dès que le patient rentre dans la pathologie, à un stade où, on va dire, l'immunité reste encore conservée, et avant même de démarrer le traitement immunosuppresseur, ils font la détection, et ce que vous avez recommandé, et c'est une bonne attitude. Alors, les gens qui vont vers ce choix, on va dire, de stratégie, préconisent aussi de le répéter. Parce que finalement, quand ils vont rentrer après dans la maladie, ils vont prendre des immunosuppresseurs, ils vont être de nouveau réexposés quand il y a dans l'entourage, etc. Alors la question que je pose, est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à une certaine périodicité de la répétition des tests pour la détection finalement d'un nouveau contact par rapport pour cette population à risque? Les recommandations pour la périodicité des tests sont classiques. Le quantifiant, il ne faut pas le refaire, parce que je vous ai dit, il y a une variabilité, il y a des taux de séroconversion et de conversion, donc ce n'est pas pertinent de le faire. On le fait au début pour dépister une infection tuberculeuse latente. Éventuellement, l'IDR, si elle est négative, et si on a décidé de ne pas mettre une chimioprophylaxie, bien que je pense qu'on devrait être assez large dans le traitement, on peut refaire normalement l'IDR si la conversion, c'est au bout de 3 mois. Évidemment, si l'IDR est positif, on retiendra l'infection latente. Tout en sachant, c'est ce qu'on pose toujours comme question, et les gastro, à un moment donné, on avait discuté ensemble, une fois qu'on a traité une infection tuberculeuse latente, oui, les patients vaccinés sous traitement anti-immunosuppresseurs, mais ils sont toujours à risque de développer une tuberculose. Donc il faut bien les suivre avec une bonne éducation, parce qu'au moindre symptôme, parce qu'ils peuvent être le traitement de l'infection latente avant le début du traitement suppresseur, c'est pour dépister les personnes qui ont été déjà infectées par le bacille de Koch et qui risquent de développer une tuberculose. Vous savez qu'il y a eu l'explosion en 2001 quand on a utilisé le fameux Rimicade pour les polyarthrites, l'explosion de formes graves de tuberculose, des miliaires, de tuberculose tuberculeuse, avec même des décès. Pourquoi? Parce qu'ils étaient infectés. Maintenant, une fois qu'on traite l'infection tuberculeuse latente et qu'on commence un traitement immunosuppresseur, ces patients restent toujours à risque d'être infectés de nouveau. Donc à ce moment-là, il faut une surveillance étroite et dépister rapidement une tuberculose active, surtout quand ils sont en contact avec des patients contagieux. Ils rentrent dans la maladie par rapport à la stratégie MIPI, telle que vous l'avez présentée, qui est une bonne stratégie, dès qu'ils sont à l'état, on va dire, le plus compétent en fait, sur le plan immunologique, et dans le cas où ils sont négatifs au départ,
ils sont négatifs, ils rentrent dans la maladie, et ils n'ont pas encore démarré le traitement immunosuppresseur. Et c'est déjà une bonne situation, au moins ils arrivent à détecter sur un terrain non encore très immunodéprimé les formes d'infection latente. Par la suite, il y a lieu pour les gens qui sont négatifs au départ de préconiser une certaine périodicité du dépistage. C'est-à-dire après, quand ils vont être mis sous humorale, il faut anti-TNF. Alors, il y a des gens qui parlent de délai de dépistage. Je ne parle pas des formes positives. Tout à fait d'accord avec toi par rapport. Je pense que j'ai répondu à ta question. Je t'ai dit 3 mois, mais ce n'est pas uniquement l'IDR pour la périodicité. Ce n'est pas uniquement l'IDR pour le dépistage, c'est surtout la clinique, la surveillance clinique. Généralement, ils sont vus tous les mois pour les injections. C'est des injections mensuelles, généralement, les anti-TNF. Moi, je te dirais, tous les mois, il faut les surveiller la clinique et voir s'ils deviennent symptomatiques. Parce que généralement, pour la conversion, alors c'est 3 mois, tu as le délai. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Oui, docteur Marc. Merci beaucoup, Dr Tid. J'ai une question par rapport à l'examen à choisir entre l'IDR et l'IGRA par rapport aux sujets âgés. On sait tous que pour les sujets âgés, il y a risque d'anergie cutanée, donc d'IDR qui sont faussement négatifs. Est-ce que dans les recommandations, ils émettent un point particulier pour les sujets âgés? Ce que je savais, moi, c'est qu'ils recommandent plutôt les IGRA que les IDR pour les sujets âgés, comme pour tous les tout petits. Que pensez-vous? Ils préconisent quoi? Les IGRA plutôt que les IDR à la recherche de l'infection tuberculeuse latente, vu le risque des IDR fort négatifs pour les sujets âgés, non? Non, c'est toujours la même chose, hein, les IGRA et les IDR. Par contre, maintenant, l'OMS recommande même la pratique de l'IDR avec le nouveau test. Maintenant, il y a un développement en dehors de la tuberculine, donc ils ont un test beaucoup plus spécifique, des antigènes beaucoup plus spécifiques. Là où ils retournent vers l'IDR, surtout dans les pays où il y a un problème de dosage des IGRA, ils préconisent l'IDR beaucoup plus que les IGRA. Mais sinon, il n'y a pas de différence pour le sujet âgé. Mais c'est vrai que c'est embêtant, sujet âgé comme les sujets immunodéprimés, quand on a des tests négatifs tous les deux, que va-t-on faire? Merci. Juste avant de IGRA, et peut-être qu'il fallait redemander une autre technique. C'est vrai qu'on a en Tunisie une seule technique, mais peut-être il est recommandé, si on refait un autre IGRA, de demander une autre technique d'IGRA. Je ne pense pas. Les recommandations sont claires. L'autre test, c'est le DSPOT TV. Oui. C'est le deuxième test. C'est le deuxième test, oui. Il est encore plus négatif. Je ne vous ai pas mis toutes les plaques. La rentabilité du DSPOT TV est beaucoup moins importante que le quantifiant plus. C'est pour cela que la tendance actuelle, c'est le quantifiant plus. Mais une fois qu'on le fait, on ne peut pas savoir, je vous ai dit la conversion, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va devenir positif, je vous ai mis dans la plaque, ça peut varier. Vous savez, pour les DR, on a dit c'est 12 semaines. Pour le quantifiant, ça varie de 4 semaines, 12 semaines, voire 3 ou 6 mois. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Si vous allez vous refaire une autre fois, ça peut être encore une fois négatif. C'est ça le souci. D'une erreur technique, sont fréquentes les erreurs techniques. Tout d'abord, pour éliminer une erreur technique. C'est pour cela que je dis, quand vous allez faire un test IGRA, il faut bien choisir le laboratoire. C'est vrai que c'est pas évident là, de faire le prélèvement IGRA, hein. Il y a un délai pour le transport, pour l'agitation des tubes, etc. Oui. Et quand même, c'est pas un test anodin qui coûte cher quand même, donc il faut faire attention. Et moi, je vous conseille de choisir le bon laboratoire, plutôt que de faire le test. C'est mon avis. Hein. Merci une autre fois, Dr Tid, pour cette excellente présentation. Donc on enchaîne avec... J'ai une question, s'il vous plaît. Bonjour. Docteur Tid, en fait, je reçois beaucoup de malades suivis pour sclérose en plaques. Donc, y a-t-il des recommandations précises concernant les traitements de la sclérose en plaques? Parce qu'il y a ceux qui vont être mis sous anti-CD20, sous diméthylfumarate, sont des molécules qui altèrent la fonction neuronale de lymphocyté. Donc, à part l'anti-TNF, est-ce que c'est recommandé de les traiter systématiquement? Oui, c'est le même protocole. Les anti-CD20 ou autres, ce sont des immunosuppresseurs, donc il faut la même démarche diagnostique. Éliminer le tuberculose active en premier lieu, bien sûr. Le tuberculose active, puis une infection latente, puis traitement préventif. C'est exactement la même chose. J'ai parlé plus des anti-TNF parce qu'ils sont les plus dangereux, parce qu'ils s'opposent point par point au mécanisme de défense du poumon profond et du granulome tuberculeux. Merci. Merci Dr Tid encore une fois pour cette excellente présentation.